Donc, on va parler aujourd'hui de programmation fonctionnelle avec Kotlin sur Android. Juste une petite question rapidement. Qui c'est qui a vu le talk précédent de Svetlana de JetBrains? Du coup, qui c'est qui l'a pas vu? Ce serait plus simple. Ok, donc du coup, parfait. Donc, ok, donc du coup, pour ceux qui l'ont déjà vu, il y aura quelques petites redites, mais c'est suffisamment complémentaire pour que vous vous ennuyiez pas pendant le talk. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, la première question à laquelle on va répondre, c'est déjà, pourquoi est-ce qu'on a envie de changer de langage sur Android? On a Java, ça marche bien, il y a une grosse communauté autour de Java, et la question c'est qu'est-ce qu'on recherche? Alors on cherche quelque chose qui est plutôt bien intégré avec l'IDE, qu'on utilise facilement, quelque chose qui est compatible avec Java, parce que pardon, on n'a pas envie forcément de migrer tout notre code tout de suite, et donc on a besoin d'avoir quand même gardé notre base de code actuelle. On veut quelque chose de plutôt simple et concis à écrire, et quelque chose de léger, pour pas avoir un footprint de méthode trop grand, et pas que de méthode d'ailleurs, aussi de poids, dans l'application. Donc pour ça, on a plusieurs alternatives. On a Groovy, Scala, Kotlin, et puis d'autres un peu plus folkloriques aussi. Et donc la question, c'est lequel on va choisir. Donc sur Groovy, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt bien intégré dans l'IDE, c'est extrêmement concis. La grosse différence qu'on a, c'est, alors effectivement, on n'a pas de typage statique, ou en tout cas enfin, il y a un typage statique, mais disons que si on ne l'explicite pas, c'est compliqué. Et puis surtout, si on n'explicite pas sur d'autres nos classes le fait qu'on veut une compilation statique, eh ben, tout est compilé au runtime. Donc du coup, c'est un poil plus lent sans le compile statique. Et puis il y a énormément de méthodes. Alors ça, c'est avant ProGuard. Le jar fait 4 mégas, après ProGuard, il est plutôt autour des 2 mégas. Scala, alors Scala c'est un langage fonctionnel extrêmement puissant, extrêmement riche, avec une grosse communauté. Par contre, ça s'intègre très mal avec Gradle. C'est extrêmement gros, et c'est plus lent à compliquer, et c'est très lent à compiler, sauf si on passe sur SBT, mais dans ce cas-là, du coup, on n'a plus le tooling d'Android, et auquel cas, ça commence à être un peu plus du hack que prêt pour la prod. Et puis enfin, on a Kotlin. Du coup, c'est ouvert, mais c'est normal. Ouais, donc du coup, ça s'intègre très bien avec l'IDE, donc merci à JetBrains parce qu'il supporte le langage et l'IDE. C'est extrêmement concis, c'est très proche de Swift et de Groovy, donc très facile à apprendre pour un développeur Java. En toute honnêteté, il faut à peu près une demi-journée maximum pour commencer à avoir les premiers éléments de langage, donc on monte très très vite en compétences. Et puis c'est extrêmement léger, il y a à peu près 900 kg et 7000 méthodes, donc c'est très petit. Toujours pareil avant ProGuard. Donc si on fait un petit résumé, voilà, donc Kotlin c'est cool. Donc du coup, on va voir un petit peu les différences par rapport entre Kotlin et Java. Le premier élément, c'est la notion de properties. Là où on a des champs en Java, c'est-à-dire qu'on a des champs et puis des getters et des setters, là les properties sont un peu plus puissantes, parce qu'en fait on a les setters et les getters directement au sein de la propriété. Donc là, bon, là on est un petit peu... bref, elle n'est pas à jour, il aurait fallu marquer field égale total. Depuis la version 1.0, le dollar total n'existe plus. Donc ça s'appelle un backing field, c'est pour avoir accès à la valeur de la propriété et pas la propriété elle-même. Svetlana en a parlé, donc je vais passer très vite. Donc on a du null safety, donc la notion de nullable est intrinsèque au langage et ça rend les choses extrêmement faciles à coder. On le verra tout ça pendant le live coding, donc je vais passer assez vite pour avoir plus de temps pour live coder avec vous. On peut avoir des extensions de fonctions, ce qui permet en fait de rajouter des méthodes, voire des propriétés à des classes, donc sans éviter des grosses classes utils au final. Donc vous allez voir, c'est très pratique, on va en faire une. On a cette notion de delegate, alors ça c'est un peu particulier, ça permet en fait de déléguer l'initialisation d'une propriété à une autre classe, très facilement. Donc typiquement là cet exemple-là, c'est on veut de manière lazy que lorsqu'on appelle la variable lazy, on affiche computed et on retourne hello. Et que la fois d'après, on a directement la valeur sans exécuter ce code-là. Donc là en 3 lignes c'est fait, et c'est extrêmement puissant. Ok. Ça marche? Ça marche? Ça va être compliqué avec le micro. Allô? Ah, cool. J'ai eu peur. Ok, donc alors pour le coup,
J'ai un peu j'ai un peu triché, parce que sinon je me rappelle de rien, donc j'ai les to-do au fur et à mesure. On va voir ensemble ce qu'on doit faire. Hop, donc le premier to-do. Donc l'objectif du live code, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas lu le pitch, c'est qu'on va développer donc une vraie application ensemble avec les play services, tout ça. Et l'objectif, c'est sur une trajectoire, on veut voir en temps réel en fait les points d'intérêt qui sont autour de nous, qui sont ouverts par exemple, et qui pourraient nous intéresser. Donc, et on va voir tout ça en temps réel sur une map view pour voir la trajectoire au fur et à mesure et les points d'intérêt que ça fait au fur et à mesure dessus. Et donc l'objectif de tout ça, c'est de le faire en moins de 200 lignes, en vrai en à peu près 150 lignes, et du coup en 30 minutes à peu près. Et c'est du code qui pourrait aller en production. La première chose à faire, c'est donc du coup déjà, vu qu'on parle de cette notion de place, c'est créer le domaine modèle. Donc naturellement, ce qu'on ferait en Java, c'est créer une classe public class place, et puis avec derrière notre constructeur, nos éléments, puis des getter setters pour y accéder, etc. Là, on va aller beaucoup plus vite. On va créer une classe qui s'appelle place, et dedans, on va directement, en fait, donc par défaut, donc on a un constructeur vide, on pourrait l'enlever en vrai. Donc là, on a une classe de base. Là, on spécifie le constructeur, mais il est vide, donc ça sert à rien. Et puis ensuite, on peut rajouter dedans des éléments. Donc on va avoir alors, le name de la place. Oula. Le name, on va avoir la latitude, longitude. On a le rate, donc qui est un int. Oula. Un int. Et puis, on va avoir une... hop, j'ai oublié. Si c'est ouvert ou pas, voilà. Donc là, première inquiétude, du coup on voit que les int et les booleans sont avec des i majuscules et des b majuscules, du coup on se dit tiens autoboxing, en fait non. Kotlin a la bonne idée d'utiliser donc du coup exactement les mêmes types pour les primitifs et pour les objets. La différence c'est que si les objets sont optionnels, bah, du coup on a des integers, s'ils ne le sont pas, donc on a des types primitifs. Donc en l'occurrence ici, int n'est pas optionnel, donc du coup on a un vrai int primitif, et c'est pareil pour boolean. Si on fait ça, ce qui se passe, c'est que par exemple, si je veux créer une place, fun toto, donc c'est comme ça qu'on crée des méthodes, vous remarquez déjà qu'on peut créer des fonctions en dehors de classe, ce qui est quand même extrêmement pratique, notamment pour tout ce qui est statique et pour éviter d'avoir justement des classes, des classes utilitaires pour rien. Si on veut créer une place ici, on va pouvoir créer une place comme on veut, avec toto, etc. On va être obligé de tout spécifier à chaque fois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, par exemple, des fois, être capable de juste mettre la name ou juste mettre la longitude, latitude et avoir des champs optionnels. Et on veut éviter d'avoir 20 000 constructeurs. C'est ce qu'on ferait en Java. Et bien du coup, on peut directement initialiser, si on veut, ici, des champs. Et du coup, j'ai juste à mettre le name et puis une latitude, longitude. Et par défaut, il va mettre le rate et l'exopen à 0. Juste pour l'exemple, je vais mettre ici un nul, comme ça. Hop, ça sera fait. Donc ça, c'est comme ça qu'on récupère... Hop là, hop, il manque un petit truc. C'est comme ça qu'on instancie un objet, donc on voit l'absence de new. Il n'y a plus de new en Kotlin, c'est fini. L'instance de l'objet, ça ne se fait pas directement au constructeur. Et puis on remarque qu'on ne précise pas le type de place ici. Au final, le place, il est inféré directement par la nature de l'objet lui-même. On pourrait écrire ça, mais ça ne sert à rien. Deuxième élément assez important, c'est le val qu'on voit là. En Kotlin, il y a cette notion de mutabilité et d'immutabilité. Par défaut, tout est immutable. En Kotlin, ouais, tout est immutable, c'est ça. Tout est immutable. Et ce qui fait que du coup, si on veut avoir de la mutabilité, il faut le spécifier. Donc immutable, c'est quoi? C'est une classe en gros qu'une fois instanciée, on ne peut pas la changer, jamais. Et donc du coup, si on veut pouvoir faire des modifications, en fait, il faut recréer une copie et changer les éléments dont on a besoin. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a un mot-clé qui s'appelle data, donc c'est une data class, et on voit que si ça compile plus, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut dire que ces champs sont accessibles. Parce qu'en fait, sans le val devant, j'aurais pas pu les appeler. C'est juste des champs sans nos constructeurs. En mettant le val devant, du coup, on a ces fameuses propriétés qui sont créées, et on a les getters et setters associés aussi. Enfin, les getters pour les vals, du coup. Et donc, ces fameux vals, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'on a des champs. Et val, c'est pour value, c'est pour dire que c'est justement immutable. Une fois qu'elle est utilisée, on ne peut plus la changer. Et si on veut pouvoir changer le nom de la place, par exemple, après l'avoir instanciée, donc là, si je fais un place.name, je vais avoir une place.name. Et si je fais place.name égale tata, du coup, on aura une erreur de compilation. Parce que name est immutable.
Si on veut pouvoir le changer après, je déconseille, hein, on change par var, qui est variable, et là ça implique qu'on peut justement changer et rendre notre champ mutable et notre classe mutable du coup. Autre point sympa de la data class, au-delà du fait que ça nous permet d'écrire une classe en 4 lignes, en une ligne, pardon, c'est que ça génère en fait pour nous 3 choses. Le premier élément, c'est une fonction de copie qui permet justement, par exemple, si on a besoin de changer juste le name avec un val, ici, on va pouvoir faire un place.copy, et changer juste le name. Et au final, ici, on recrée une nouvelle instance de place, ça reprend les autres valeurs qu'avait l'ancienne place, et on remplace juste le name par le name. Ça crée aussi un toString. Donc typiquement, si on veut printer place, on va avoir un champ lisible et d'avoir l'instance, enfin la référence dans le log. La troisième chose, c'est que ça crée aussi une fonction equal, c'est hashcode, qui permet de comparer du coup les objets en fonction de leur valeur et pas en fonction de leur référence. Donc on n'a absolument rien à écrire, tout est out of the box. Donc un domaine modèle standard, ça prend une ligne à écrire avec 4 champs. Voilà. Donc ça c'est pour la partie place. Donc en fait on n'a plus besoin du nom, on s'en fiche complètement. Donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'on veut, donc je vous disais qu'on allait donc justement parler de place et récupérer des places. Ce qu'on va faire c'est donc on va créer une classe qui s'appelle Place API, en référence à la Google Place API. Ça marche toujours, ouais, c'est bon. Et cette classe, on veut lui donner des méthodes. La plus intéressante pour nous, c'est on va vouloir récupérer les fameux points qu'il y a autour de nous. Donc là, c'est... hop. Du coup, je pense qu'on peut même faire un truc comme ça. Hop, create property random. Pourquoi ça marche pas? Oui, normal. Hop. Ok. Ensuite, donc, on veut avoir une méthode. Donc par défaut, tout est public. Donc on va appeler ça nearby places. Et on veut les nearby places, on veut un certain nombre de nearby places, donc on veut un number. Et on veut avoir le point d'origine sur lequel on veut les nearby places. Enfin, décidément. C'est n'importe quoi. Et à la fin, on va retourner une liste de places. Donc là, on voit que les méthodes elles sont un peu différentes dans Java. On écrit le mot-clé fun pour dire que c'est une fonction. Le type est à la fin. Et les valeurs donc, à l'intérieur sont, donc les types en fait sont à la fin de la variable et pas au début. Et donc on a une liste de places à la fin. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va naturellement, comme on est en train d'apprendre Kotlin, on va naturellement boucler sur notre nombre de place, enfin sur notre nombre qu'on a, donc on va faire un, je ne sais même plus comment on fait ça d'ailleurs, je crois un i2.int égale, bon on va faire première étape, un i in 0.number. Donc là ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait une for loop sur le number, donc en gros on a ce qu'on appelle un range, donc entre 0 et number moins 1, on va boucler. Et donc là, on va générer une location. Donc ça pourrait être un appel à Foursquare, à la Google Place API, peu importe. Et on va générer une location avec un point dedans. Et donc du coup, on va avoir notre fameux val result une liste vide de place. Donc là aussi, la façon dont on instancie, dont on crée les collections en Kotlin, c'est un peu différente. C'est vachement plus sympa en fait, parce que dès qu'on a besoin d'initialiser une liste avec des choses dedans, on peut typiquement ici créer un ensemble de places déjà initialisées au sein de la liste. Ce place là, après, permet de typer la liste qu'on veut. Et on remarque ici que j'ai écrit array_list_of. Ce array_list_of permet de dire en fait que la liste est mutable. Si on voulait une liste immutable, donc avec déjà des éléments dedans, on aurait juste écrit un list_of. Si on regarde l'implémentation de array_list_of, c'est très simple, c'est une simple array_list. Et puis dedans, on va générer une location, donc on va avoir une place ici. Et puis on va rajouter dans notre result notre place. Et on va retourner à la fin result. Et là, le talk s'appelle Functional Programming, et vous me dites, mais c'est pas du tout fonctionnel ça. Et c'est vrai.
c'est pas du tout fonctionnel. Et du coup, on se doute bien qu'avec Kotlin, il y a un moyen beaucoup plus simple d'écrire ça. Et il y en a un. Donc la première chose à faire, on va reprendre notre liste, qui est notre élément de départ, parce que c'est elle qu'on veut populer. Et puis, ce qu'on va faire dessus, c'est qu'on va... hop là, je me souviens plus. Donc on veut générer une location. Oui, donc non, c'est ça. Non, pardon. Donc on veut prendre donc, notre range, ici, donc notre zero number. Voilà. Et puis ce qu'on veut faire, c'est que pour chacun des éléments dedans, en fait, on veut générer une location. Donc avec notre point. Et sur laquelle on va populer notre liste. Donc on va faire comme ça, hop. Pour avoir la même chose. Hop. Et du coup, on n'a plus besoin de ça. Et on peut encore faire mieux que ça. On a des méthodes un peu fonctionnelles et très pratiques en Kotlin, donc avec ces fameuses extensions de fonctions, qui nous permettent en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Wiz, avec Svetlana, on peut justement applyer en fait, et chaîner directement des méthodes de l'objet receiver, donc du ArrayList. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ArrayList dedans, et on va apply des choses à l'intérieur. Donc on va dire sur cette ArrayList-là, eh ben, je veux que sur chacun de mes nombres et de mes points que j'ai récupérés, de mes places que j'ai récupérées, je veux l'ajouter. Donc du coup, j'ai plus besoin du résultat ici parce qu'on reçoit en entrée, donc on pourrait faire un 10, on reçoit en entrée l'arraylist, et on peut l'enlever du coup, et du coup on peut ajouter à l'intérieur des generate location. Donc là c'est beaucoup plus concis. Du coup on n'a plus besoin de ça, on peut directement retourner cette méthode, cette fonction, pardon. Et au final, on a quelque chose de beaucoup plus concis. On pourrait aller encore plus loin si on voulait. Typiquement, les méthodes ou les fonctions peuvent directement retourner l'intérieur d'une fonction. Donc on peut directement faire un égal ici et enlever ça. Et on n'est même pas obligé en fait, de spécifier le type, parce que le type c'est ArrayList de place, donc on peut aussi l'enlever. Et donc là, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Donc on a 2 lignes et entièrement fonctionnel, donc avec des fonctions. Notre place API, donc là ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on n'a pas envie de l'instancier à chaque fois, parce qu'au final, on a plutôt envie que ce soit un équivalent singleton, donc avec Dagger on l'injecterait par exemple. Là on n'est pas sur Dagger, donc on va en créer un singleton, et un singleton en Java c'est un peu chiant, d'autant plus quand il faut le faire lazy, c'est encore plus compliqué. En Kotlin c'est un peu natif, on a ce qu'on appelle un object. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a un singleton, et en plus qui est utilisé de manière lazy. Donc ce qui veut dire qu'on n'aura jamais d'instance de Places API tant qu'on ne l'aura pas appelé au moins une première fois. Et la fois d'après, du coup, on récupérera la même instance. Et on n'a pas de problème de thread safety parce que ça, c'est thread safe entièrement. Et donc on a 0 problème avec ça. Donc très pratique. Tout déterminé. Et donc là, on a notre fameuse première Places API. Donc une classe en Java qui nous permet de récupérer des nearby places en l'espace de 25 lignes. Si je veux économiser un tout petit peu, je vais effacer celle-là, comme ça au moins ça me laissera une ligne de plus pour l'autre classe. Donc on en a 24. Et hop, on a un problème ici. Oui, forcément. IsOpenRate, qu'est-ce qu'il nous dit là? Required int. Ah oui, j'ai inversé, autant pour moi. Comme quoi, hein, je triche pas. Là, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, donc ce que fait la generate location, c'est pas compliqué, hein, ça prend le point, ça récupère une latitude-longitude qui est après autour de ce point-là de manière aléatoire. Ensuite, on lui donne une note aléatoire entre 0 et 10, et après, on dit qu'il y en a 1 sur 4 qui est ouvert, enfin 4 sur 10 qui sont ouverts. Du coup, ça veut d'avoir vraiment des données complètement aléatoires et de se baser là-dessus après. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Alors la première chose une des choses qu'on voit, c'est que, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on peut créer plusieurs classes ou plusieurs objets directement au sein d'un même fichier Kotlin. Donc avant d'avoir une classe par fichier, c'est très pratique pour tout ce qui est data class par exemple. Ça évite d'avoir un fichier qui fait de l'INV. Et donc maintenant, on veut utiliser notre vraie API, et donc avoir notre vraie activité. Donc là, c'est là où on va commencer à avoir notre fameuse... notre vue, toute notre logique au final. Donc première chose à faire, c'est on va déjà récupérer notre fameux map view, notre fameuse Google Map. Donc là c'est pas hyper Kotlin, donc c'est pas hyper intéressant, on le fait tous déjà 10 fois par jour. Enfin, peut-être pas 10 fois par jour, mais on le fait beaucoup. Donc je vais vous expliquer ce que ça fait.
C'est pour éviter de perdre du temps là-dessus au final, hein, donc c'est pas hyper intéressant. Donc là, on a enfin, on en a notre vue, hein, s'il y a rien d'autre que... En plus, je pourrais ne pas faire ça, je pourrais avoir que la map view, pas bien, Mounir voudra. Donc du coup, là, on a une map view extrêmement simple, et puis avec un identifiant map view. Hop là, je reviens ici, ça on s'en fiche. Donc le layout est très simple, pas optimal, donc refaites pas ça chez vous. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va, donc on a récupéré notre map view ici. Donc là, intéressant, je vous parlais des delegates tout à l'heure. Je vous disais justement que ce qu'on peut faire avec les delegates, c'est qu'on peut déléguer l'initialisation d'une propriété avec une autre classe. Un des trucs qui est un peu embêtant avec Android, c'est qu'on va faire des find view by ID tout le temps. Alors maintenant, il y a des solutions qui règlent le problème, comme Butterknife, qui rendent la vie beaucoup plus simple, mais c'est pas dispo sur Kotlin. En revanche, ce qu'on a, c'est une implémentation de test fait par Jake Quarton qui s'appelle Quaterknife, mais qu'il ne faut pas utiliser en prod. Mais ça se base exactement sur la même chose. C'est-à-dire au final, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déléguer en fait à ce qu'on appelle un delegate l'initialisation de notre vue. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue de manière lazy. Alors ici, on remarque qu'on dit qu'on ne veut pas qu'on soit thread safe, donc la classe n'est pas synchronisée, mais on s'en fout. Et on va récupérer en fait notre map view directement avec l'ID. Donc là, en une ligne, on a notre map view et on la récupère en faisant un find. Et en fait, ça va s'exécuter quand? La première fois qu'on va appeler notre map view, tout simplement. Notre marqueur, c'est une array list de marqueurs, tout va bien. Et la line, c'est juste pour qu'on puisse dessiner la trajectoire au fur et à mesure. Ensuite, on va récupérer tout simplement notre map view et on va le binder aux méthodes du cycle de vie d'une activité. Donc là, on devrait être bon, tout à fait. Et puis, ici, on va récupérer donc, notre map de manière asynchrone. Et on va init notre Google Maps, donc ça fait rien d'autre que placer la caméra correctement. Donc pas hyper intéressant non plus. Voilà, une fois qu'on est là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut récupérer le centre et le zoom, parce que pour l'instant, c'est déclaré en variable statique, donc ça sera tout le temps dispo en mémoire, et on veut pas trop ça. Nous, on veut que ce center et ce zoom soient quand même dispo uniquement dans notre activité, mais qu'on n'ait pas une variable d'instance. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des companion objects. Des companion objects, c'est en fait des objets qui ont une seule instance, mais au sein de l'activité. Et donc du coup, on va les récupérer là-dedans. Hop. Et donc au final, on va pouvoir y accéder quasiment statiquement. Enfin, l'équivalent d'un statique, c'est pas statique, hein, c'est une instance vraiment, mais on va y accéder de la même manière qu'on accède à une variable statique en Java. Donc si je vais ailleurs, par exemple, ici, enfin pas ici, du coup je suis au même endroit, mais alors c'est horrible ce que je vais faire, mais je pourrais faire un truc comme ça alors. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a ça, du coup, c'était pour introduire les companion objects, donc très pratique quand on a besoin d'avoir des variables statiques au sein d'une classe. Et maintenant, on va initialiser notre Google API Client. Donc là, pareil, c'est pas hyper intéressant. Pardon. Donc là, on va ajouter une fameuse location service.api et on va add une connexion callback 10 et on va, oh là, du coup on va peut-être aligner ça et on va build. Et là on voit que on fait appel, en fait on fait une référence ici à l'activité, sauf que l'activité n'est pas encore créée. Et donc du coup on a un problème. Enfin on va avoir un problème, pas encore, mais on va en avoir un. Donc là ce qu'il me demande c'est uniquement d'avoir les callbacks, donc c'est location service .callback je crois. Non c'est pas ça, c'est connection callback. Et donc c'est dans... Ouais, Google API Client, voilà. Voilà, et donc là, on fait en gros dans le builder, on passe le contexte, donc l'activité, et on se rend compte que l'activité n'est pas encore créée, et donc on risque d'avoir un problème quand on va appeler ce Google API Client. Là encore, un delegate, typiquement le lazy, on s'en sert beaucoup de celui-là, va nous permettre justement en fait de décaler l'initialisation de ce truc-là. Et ça permet de justement pouvoir initialiser directement des objets en tant que dans la propriété directement elle-même, plutôt que d'avoir un create immense qui instancie tous nos objets. Si on veut le faire dans le uncreate, on aurait pu toujours. Je vais vous faire un exemple très rapide. Donc là, il va falloir spécifier le tube du coup.
Et puis, comme il faut toujours initialiser les propriétés en Java, en Kotlin, pardon, oula, excusez-moi, en Kotlin, et bah, du coup, il faut l'initialiser à nul pour l'instant. Puis après, on peut, hop, du coup, je vais récupérer ce code-là. Et après, on peut faire un Google API Client. Alors du coup, il faut que ce soit un var. Donc vous voyez tout l'avantage de delegate. Du coup, on a quelque chose de mutable au lieu d'avoir immutable. Et donc du coup, on peut faire quelque chose comme ça. Et là, donc, on peut enlever ça. Et on se retrouve avec une variable qui est potentiellement nullable. Alors pour info, pour les nullables, il y a probablement qui se posent des questions sur comment ça fonctionne. Typiquement parce que ceux qui ont fait du Scala ou du Swift, par exemple, peuvent se dire bah, il y a un peu un overhead parce qu'au final on a un champ optionnel et au final on unwrap un champ quand on veut plus l'avoir nullable, ce qui n'est pas vraiment le cas ici en Kotlin parce que ça se base sur les annotations en fait add not null ou add nullable, et donc du coup c'est juste un check à la compilation, mais au final le code compilé lui sera exactement comme du Java normal, donc c'est juste pour pouvoir failer la compilation et pas runtime. Donc il y a zéro overhead utilisé en optionnel en Kotlin. Donc un point extrêmement important. Et donc l'entrée est un optionnel. Donc on a un moyen notamment qui s'est introduit parce qu'il y a besoin lors du développement du langage d'utiliser Dagger et donc d'avoir justement de l'initialisation qui arrive beaucoup plus tard. Donc il y a un nouveau mot-clé qui est apparu relativement récemment qui s'appelle lateInit. Et donc là du coup qui nous permet en fait de déclarer un objet non nul parce qu'on sait qu'il sera non nul mais qui ne sera pas initialisé tout de suite. Donc très pratique quand on fait du Dagger par exemple, on n'a plus qu'à mettre une injection juste derrière et c'est pratique. Donc voilà, donc on va revenir comme c'était avant. Et là, on devrait être presque bon, on a juste à enlever ça. Ok. Et donc là, on est bon. On est tout bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on doit justement appeler notre fameuse Places API. Alors du coup, oui, on doit implémenter les unconnected connection suspended. Hop. Et donc on va appeler notre fameuse Places API pour pouvoir justement faire appel à notre service et afficher tout ce qu'on veut afficher dans notre fameuse application. Donc là, on est pour l'instant à une centaine de lignes, plus les 25 de l'autre, ça fait 125, donc il nous reste 25 lignes pour faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire appeler notre API, filtrer dessus, récupérer les éléments qui nous intéressent, la trier, l'afficher dans la carte, etc. Donc c'est un défi un peu sympa. Donc une fois qu'on est connecté à notre Google API, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va appeler notre fameuse, donc là c'est connection hint, désolé, hein, j'aime pas trop avoir des noms de variables un peu bizarres. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appeler notre fameuse Places API. Donc, on remarque qu'un object, on n'a pas besoin de faire un get instance dessus, parce que par défaut, je vous dis, il sera initialisé au moment de le premier appel. Donc là, il va l'initialiser, et après, il va le répéter. Après, à chaque fois qu'on recevra une location, enfin, on n'a pas besoin, parce que là, du coup, il est déjà connecté, mais... oui, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Google API Client. Request. Ah oui, pardon. C'est pas ça du tout. Location service. Fuse location API. Request location update. Donc là, on a notre fameux Google API Client. Ah oui, il nous faut une location request aussi, qui est là. Donc le location request, c'est exactement la même chose que le Google API Client. Donc on a une location request. Et dessus, on va apply pour pouvoir chaîner en fait les appels, toujours pareil. Donc le apply, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va simplement, quand on regarde le code, donc là c'est très fonctionnel, donc ça fait très peur, mais c'est extrêmement simple. Ce qui se passe, c'est qu'il va appeler, en fait, il attend donc effectivement une lambda. Donc la lambda, ça se déclare comme ça. Donc ça veut dire on a en entrée aucun paramètre. En sortie, on renvoie unit, qui est l'équivalent de void. Et puis on a ce fameux t point devant. Ce t point devant, ça veut dire qu'en fait, on va avoir accès à l'instance de celui qui a appelé le apply dans la lambda. C'est clair ou pas? Ok. Et une fois qu'on a fait ça, du coup on appelle notre fonction dessus et on return en fait l'élément qu'il a appelé. Donc plus clairement, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le apply, donc on va avoir accès à la location request au sein de notre apply ici, dedans, et donc du coup on va pouvoir appeler des méthodes directement du location request. Donc typiquement pour l'initialiser, on va appeler notre centre intervalle à 10 millisecondes. Donc pareil, on a vu des problèmes de perf hier avec Google, donc du coup là on est vraiment pas du tout orienté perf, donc il ne faut pas faire ça pareil. Donc on veut ça, on veut le smallest displacement, donc on le veut tous les 10 mètres, et on veut
une priority super haute. Donc c'est quoi déjà? Je crois location request. Priority high accuracy. Donc on va dépenser beaucoup de batterie. Et donc du coup on peut placer ici ça et notre location request. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'il prend? Il prend une location callback. Et c'est ça qui est super intéressant avec Kotlin, c'est que tout à l'heure, Zojana parlait en fait des listeners, et quand on a un listener avec une seule méthode, on peut directement avoir accès à la lambda. En fait, en Java 8, c'est ce qu'on appelle des interfaces fonctionnelles. Quand on a une interface avec une seule méthode, bah, naturellement, il la convertit en lambda. Bah, c'est pareil avec Kotlin en fait. Donc du coup ici, comme notre fameuse location request, enfin location callback, pardon, location listener, il est là. Hop, si on le regarde, bon, on n'a pas que ce code, c'est dommage. Et ben, il n'a qu'une seule méthode en callback qui est la location changed. On va pouvoir appeler directement ici, en lambda, et avoir accès à notre location. Sans passer par la sensation d'une classe anonyme. Au final, ce serait une classe anonyme en implémentation, mais en termes de visibilité, c'est quand même vachement plus visible et beaucoup plus clair à écrire. Et beaucoup moins de code surtout. Une fois qu'on a ça, donc on va pouvoir appeler notre fameuse Places API, et donc appeler les 10 places les plus proches, et puis on passe notre fameuse location. Et là, on a besoin d'un lat-lng. Lat-lng, c'est un objet pour des Google Play Services qui permet en fait d'avoir une latitude et une longitude. C'est extrêmement simple. Et donc, on va créer une lat-lng de location.latitude, location.longitude. Et là, on se dit, c'est un peu embêtant parce que, à peu près, si l'application grossit, je suis à peu près certain que je vais vouloir récupérer tout le temps un lat-lng d'une location. Et j'ai pas envie de recréer un objet en permanence d'écrire ce code-là, parce que c'est pas très beau. Et c'est pas très beau du tout. Donc ce qu'on veut, c'est un moyen simple. Et pour ça, Kotlin a un outil qui s'appelle les extensions de fonctions. D'ailleurs, Kotlin est se base énormément sur ce pattern-là pour son implémentation et pour son code. Et donc du coup, on va pouvoir étendre notre fameuse location ici pour la transformer en lat-lng. Donc comment on fait ça? Donc du coup, on va créer une fonction, donc exactement normalement, sauf qu'on va commencer par le type, et donc là on remarque bien la majuscule au début, hein. Et on va rajouter une méthode qui va retourner un lat-lng. Et là on va dire qu'on veut return exactement la même chose que ce qu'on a là. Du coup, toujours pareil, quand on fait appel à une extension de fonction, quand on utilise, on a accès en fait à l'instance elle-même dans la fonction. Donc typiquement ici, je pourrais mettre un 10.latitude, parce que du coup, on a accès à l'instance de la location elle-même. Et au final, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève souvent le 10, parce que ça sert à rien. Et que ça prend de la place, on veut toujours écrire du concis. Et puis comme on veut rester concis, tout à l'heure on a vu, on peut directement retourner la valeur. Donc on va directement retourner le égal. Et puis pour être plus concis, comme le type il est inféré, on va retirer le type aussi. Et donc là on a quelque chose de, je sais pas combien ça fait de caractères, 119 caractères. Le défi n'était pas sur les caractères, donc ça va aller. Et donc 119 caractères, et en une ligne, on rajoute une fonction, donc une classe utile, qui en Java, donc ça c'est appelable en Java, hein. En Java ça va se traduire par du location, donc la classe main-activity-kt, .toLat-lng, on va avoir en paramètre une location, et ensuite ça va nous retourner ce code-là. Et donc là, on peut l'appeler directement ici, et on regarde la magie. La magie s'opère tout de suite. Et hop, c'est autocomplète, on a accès à notre toLat-lng ici. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les imports, bon là c'est dans le même package, c'est un peu dommage, mais en vrai, si c'est dans un autre package, on l'importe ici, donc du coup, on va pouvoir voir d'où ça vient. Et on a effectivement, quand on clique dessus, dommage. Quand on clique dessus, ça nous retourne directement là, donc l'intégration dans les DE est extrêmement bonne. Une fois qu'on a notre nearby places, ce qu'on va faire avec, donc on a accès à une liste de places. Ce qu'on va faire avec cette liste de places, je vous ai dit, on veut la filtrer. Donc on veut garder que ce qui est open. Et donc là, on remarque le petit mot-clé hit. Le petit mot-clé hit, en fait, il fait appel au receveur dans le filtre. Et comme du coup, à l'entrée, on a une liste de places, et qu'on filtre, on filtre en fait sur des éléments de la place, donc on a accès en fait à une place ici. D'ailleurs, on remarque bien que quand on fait le point, on voit ici le type de hit qui est une place.
Donc tout est typé statiquement, c'est très pratique. Si jamais c'est pas assez clair, vous pouvez toujours faire ça. Mais dans le cadre d'un filter, on utilise souvent le hit parce que c'est quand même assez clair, parce qu'on s'adresse directement aux éléments qu'il y avait précédemment. Donc on voit très bien que c'est des places. Une fois qu'on a fait ça, on veut les sortir. Donc on veut les sortir de manière à ce qu'ils soient... C'est DOS sort des on veut les sortir de manière à ce qu'ils soient... on veut les notes les plus élevées, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, au cas où on en a trop, on veut récupérer les 3 meilleurs, parce qu'on n'aime pas trop choisir. Donc une fois qu'on a ça, on récupère une liste de places, qui est bien filtrée, sortée, etc. Et on a pris les 3 meilleures places qui sont ouvertes dans ce qu'il y a autour de nous. Et donc maintenant, on va pouvoir faire une opération sur chacune d'entre elles. Alors du coup, on se pose la question ici, on se dit, il me reste combien de temps 10 minutes? Ok. Donc on se pose la question ici de ce qui est intéressant, enfin de comment ça marche le filter, parce qu'au final on peut tout chaîner, on est sur une ArrayList normale, Java, et c'est des méthodes qu'on n'a pas. Donc on parlait des extensions de fonctions, et comment ça marche? Quand on regarde un filter, en fait on étend itérable, et puis ce qu'il fait, bon il va sur un filter tout, et puis ce qu'il fait en fait c'est qu'il boucle sur l'élément lui-même, et il met dedans que ce qui l'intéresse. Et comme c'est une lambda, on se dit tiens lambda, classe anonyme, c'est flippant parce que du coup on risque d'avoir des leaks partout et on va instancier à chaque fois une classe tout le temps dedans, c'est nul. Et c'est vrai, c'est nul. Du coup pour ça, il y a un mot-clé qui s'appelle le inline. Et le inline, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va permettre à la compilation d'inliner en fait, le contenu de la lambda. Donc en fait, quand on voit un filter avec ce qu'il y a à l'intérieur, en fait le filter, il n'est pas dans le code compilé. Ce qui est dans le code compilé, c'est uniquement ce truc-là. Donc en fait, dans votre code compilé, vous aurez un for, element, machin, etc., au lieu d'avoir la lambda à l'intérieur. Donc c'est complètement transparent, et ça permet d'écrire des lambda depuis Java 6 très facilement, sans peur de quoi que ce soit, et sans peur de performance du coup. Donc ça rallonge un poil la compilation, mais quand je dis un poil, c'est transparent. Par contre, en termes de performance, du coup, on a quasiment, même pas du tout d'overhead par rapport à du Java, par rapport à une boucle en Java normale. En revanche, un point intéressant à noter, c'est qu'on parlait d'immutabilité tout à l'heure. Et en Kotlin, l'immutabilité, c'est par défaut. Donc pour étendre une classe, par exemple, mais l'activity ici, on ne pourra jamais l'étendre. Il faudra mettre un open class pour qu'on puisse en hériter, sinon ça ne marchera jamais. Donc tout est immutable par défaut. Et donc les listes aussi. Oula, et donc les listes aussi. Et quand on regarde un sort ou un take, par exemple, on ne modifie pas la liste en cours. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on en crée une nouvelle à chaque fois avec les éléments à l'intérieur. Donc là, on a un petit problème de performance ici qu'on ne pourra pas résoudre avant une nouvelle version de Kotlin qui réglera ce problème. Chose que fait Scala, par exemple, où derrière, c'est quand on compile, la JVM fait, le compilateur rend ça mutable pour qu'au final, on n'ait pas de problème de perf. Là, en Kotlin, c'est pas encore le cas. Donc les collections sont un poil plus lentes que ce qu'on a dans d'autres langages. Mais au final, j'utilise en prod tous les jours depuis plusieurs mois. Ouais. Non, depuis plusieurs mois. Et on n'a pas de problème, quoi. Donc ça ressemble vachement à ce que fait Rx ici. Mais pour le coup, c'est plus rapide qu'Rx. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut rajouter ça sur notre map view. Donc on va pouvoir chaîner encore une fois et itérer sur chacun des éléments de notre place. Donc ici on a bien accès, quand on regarde un hit, c'est bien une place. Donc le for each, quand on regarde bien, c'est juste une for loop, extrêmement simple. Et donc ce qu'on veut faire, c'est ajouter ça dans notre map. Donc une petite fonction qui permet juste de mettre la ligne de la trajectoire à jour. Donc on a notre fameux location. Alors du coup ici on va peut-être extraire ça. Voilà. Ensuite on se dit, tiens les nearby places c'est marrant, mais en vrai c'est un appel réseau, on est dans le main thread, c'est nul. C'est nul. Donc du coup, il faut faire ça de manière asynchrone. Et ben, là, je vais tricher un peu, mais j'ai le droit parce que c'est mon talk. Et du coup, je vais utiliser Anko, donc c'est une librairie de Kotlin, qui permet en fait de faire ces appels asynchrones très facilement, donc qui se passe sur des thread pools. Et donc juste avec A1.5, hop, ici on est dans un autre thread. Donc c'est un pool de threads du nombre de corps disponibles sur le device. Si on regarde le code, c'est un background exécuteur, et si on regarde, c'est l'API Java concurrente standard. Et par contre, ce qu'on veut maintenant, c'est, quand on update la map, on veut forcément être dans l'UIThread. Et donc là, on a la même chose dans l'UIThread. Et hop, on update la map. Et donc là, on vient quand même de faire un truc de ouf, c'est-à-dire qu'on vient de faire un appel asynchrone, revenir dans l'UIThread en l'espace de 2 lignes, quoi. Et sans leak.
Donc c'est quand même assez ouf. Et puis, une fois qu'on a ça, du coup, je veux rajouter donc, notre fameux marqueur, donc le marqueur pour chacune des places pour qu'on puisse voir sur la trajectoire ce qui se passe. Et donc là, c'est notre place, donc c'est it, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on a tout. Ah oui, non, on n'a pas tout, parce que du coup, il faut bien se connecter au Google API Client, sinon ça ne marchera jamais. Et on se déconnecte sur le unpause. Et voilà, maintenant c'est le moment de vérité. Donc, si on regarde bien, on est à 134 lignes ici, hop, 133. Et 24, ça fait combien? 157. On est à moins de 200, mais on pourrait aller encore un peu plus bas. Ah si, j'ai plein de Toulouse, c'est pour ça. On les enlève. J'ai un peu de temps en plus, c'est cool. Enfin, faut que ça marche, quoi. Donc là, bon, on va arrêter de rigoler, je vais compiler. Ça, enfin, au fait, je demande à la fin du live code, c'est un peu dommage, mais vous voyez bien, au fond. Sinon, je suis dispo pour des questions après, il n'y a pas de problème. Gradle build finished. Ah, déjà? C'est bizarre ça. Non, je crois pas. Ah si, oh, c'est rapide. Et donc, là, du coup, ce qui se passe, donc on a bien notre app qui marche. Ah oui. Hop. Donc on a bien notre app qui marche ici, sauf qu'on n'a pas encore de trajectoire, normal, parce qu'on ne reçoit pas de location ici. C'est bon, merci. Et donc on veut utiliser une super app qui s'appelle Lokito. Merci à Damien Villeneuve qui est dans la salle. On l'applaudit s'il vous plaît, parce que c'est super cool. Et donc, Lokito nous permet en fait de définir une trajectoire en tapant sur une carte. Donc là c'est très simple, je vais dire je veux partir de là où je suis, et puis je veux aller jusqu'à chez moi, donc jusqu'à chez un pote, on va dire à Neuilly-sur-Seine, parce que j'ai des potes super riches. Et puis bon, pour éviter que ça dure 14 minutes la démo, je vais augmenter la vitesse quand même. Donc ça permet de simuler plein de trucs, c'est vraiment cool cette appli. Et donc on va aller à 1500 km/h parce que je pense que je cours méga vite. Ou je roule méga vite au choix. Et donc on va recevoir une location toutes les 40 mètres avec une précision de plus ou moins 10 mètres. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Donc je reviens sur mon application. Et puis du coup, maintenant... Ah ouais, ça va pas très vite ça. Hop, j'ai perdu le truc, c'est dommage. Ah non, c'est bon, ok. Et donc du coup, donc là je suis bien sur mon application, hein, je reviens, hop, lisez pas mes messages. Et puis je peux démarrer l'itinéraire. Et donc là on va voir la trajectoire qui s'affiche au fur et à mesure, et c'est marrant, j'en ai que 3 parce qu'il y en a doit y avoir qu'un seul d'ouvert, mais on voit au fur et à mesure tout ce qui, enfin ma trajectoire pour arriver. Vous voyez bien le point rouge enfin la trajectoire rouge ou pas? Et donc là on a bien une location en temps réel pour voir les points qui sont intéressants autour de nous au trajet, parce que j'ai faim comme ça se voit. Et donc du coup si je trouve un resto en marchant ou un kebab, et ben je peux le faire directement. Bon, sur le périph' il y a peu de chance, mais avant le périph' ça pourrait marcher. Et donc voilà, on est arrivé au bout de notre trajectoire, et donc du coup on a bien vu en live et en exactement un peu moins de 150 lignes de code. Ah non, c'est là. Hop, donc exactement 129 moins les commentaires, 128 plus 24. Ah non, on est toujours au-dessus de 150. Ah c'est donc, c'est... Et voilà, donc ça marche. Donc si vous avez des questions, je crois que je suis un poil en avance, donc n'hésitez pas. J'ai oublié, ça tombe bien, il me reste un peu de temps, donc je suis chez Snips et on recrute. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc allez sur le site, c'est super cool. Des questions? Du coup, je peux maintenant me décaler pour qu'on me voit mieux, parce que j'étais un peu timide derrière mon truc là.
C'est bien, ça vous a intéressé, c'est fou ça. Au cas où il y en a qui sont super timides, je serais... Ah, cool, merci. Oui, merci pour le talk. Quelles sont les limitations de façon générale, s'il y en a? Les limitations de Ouais, les limitations. De Kotlin? Ouais. Alors, la première des choses, c'est que c'est un langage qui est extrêmement récent. Enfin, le dev a commencé, je crois, il y a 4 ans ou 5 ans, même pas. Et on n'est même pas encore en 1.0, donc on est en 1.0 bêta, donc le langage évoluera plus. Enfin, évoluera, mais il restera rétrocompatible. Donc du coup, on a encore parfois quelques petits problèmes, notamment quand on utilise Dagger ou autre à la compilation. Parfois, extrêmement rarement, mais parfois on a quelques petits problèmes, et dès qu'on recompile, ça remarche bien. Comme je vous l'ai dit, il y a cette fameuse petit problème de perf sur les collections. Donc on a encore un langage qui est très jeune, mais qui est parfaitement prêt pour la prod. Enfin, moi j'utilise dans mon appli là, donc ça fait 6 mois qu'on code 100% Kotlin, et ça marche extrêmement bien. Et pour être transparent, ça me fait vraiment mal de revenir en Java, mais vraiment physiquement, je veux dire. Et voilà, donc vraiment, aujourd'hui, les inconvénients par rapport aux avantages que ça procure, je conseille sans problème d'aller sur Kotlin. C'est possible de faire des tests avec Kotlin? Oui, on peut faire des tests unitaires sans aucun problème. Tout début de Kotlin, on ne pouvait pas, il fallait écrire nos tests en Java, donc quand on avait des lambdas, c'était assez compliqué. Maintenant, on peut écrire nos tests unitaires en Kotlin sans problème, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je le fais au quotidien, donc ça marche très bien. Je peux en faire un si vous voulez en live, là. C'est un live code et tout. Mais je crois que j'ai plus le temps. Voilà. Pas de ma faute, c'est la sienne. Je me demandais si les stack traces étaient lisibles avec Kotlin. Et quoi? Les stack traces. Oui, oui, complètement. Du coup, c'est la stack trace Kotlin. Donc on a les fichiers .kt avec le code dedans et on a un lien direct vers le contenu du code source. Donc il n'y a pas de problème, c'est exactement comme en Java. Là-dessus, un développeur Java sera absolument pas du tout, enfin pas du tout, très peu, il faut que je me mesure parfois, sera très très peu gêné ou désemparé par ce que propose Kotlin. Et en général, au bout de quelques minutes, on trouve la solution, donc il n'y a pas de problème. Au niveau de l'obfuscation avec ProGuard, ça marche bien? Oui, oui, on a expérimenté ça régulièrement. D'ailleurs, on a une appli en bêta qui crache un petit peu à cause de ça, mais au final, c'est pas très grave parce qu'on a réussi à régler le problème. Oui, c'est pas documenté malheureusement, mais au final, nous, ce qu'on fait de manière assez brutale, on ne regarde pas les classes Kotlin, quoi. Mais le footprint est suffisamment léger pour que ça pose pas de problème. Et on a une stack qui est quand même assez grosse. RX, Dagger, Anko, qu'est-ce qu'on a d'autre, enfin tous les gros trucs qu'on peut trouver. Donc au final on a quand même au final on a une belle stack et il n'y a pas de problème, quoi. Merci.